Vous allez sur une circonscription très peu favorable pour un non-PPM. Quels sont vos atouts? Je pense pouvoir me prévaloir de deux atouts. La première, la disponibilité, le premier en tout cas, la disponibilité, et ensuite la compétence. La disponibilité, pourquoi? Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le député sortant est par ailleurs président de la collectivité, c'est-à-dire du conseil régional, et j'imagine mal qu'on puisse mener deux activités aussi prenantes et aussi exigeantes, eh bien, en les cumulant. Je pense par conséquent qu'il y a un problème de cumul de mandats qui se pose, et donc il faut, pour mener à bien l'une et l'autre de ces activités, les séparer, et donc être disponible. Donc c'est mon premier atout, la disponibilité. Deuxième atout, c'est la compétence. Il me semble que la circonscription de Fort-de-France connaît un certain nombre de difficultés particulières. La Martinique, en général, est confrontée à de vraies difficultés. Ces difficultés supposent une compétence dans le domaine économique, financier, fiscal, dans le domaine juridique. Il me semble que ces compétences, je les ai. Malgré le souhait des Martiniquais de rester dans l'article 73, pour vous, les textes de la nouvelle collectivité sont des textes de l'article 74, c'est-à-dire... Je prendrai un simple exemple pour illustrer mon propos. Le droit commun des collectivités, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un président assisté d'une commission permanente qui prend de manière collégiale eh bien, les décisions les plus importantes. Avec les textes qui ont été votés pour mettre en place la prochaine collectivité unique de la Martinique, nous aurons un président d'un conseil exécutif élu au scrutin majoritaire au sein de l'Assemblée de Martinique, et qui décidera pratiquement seul. C'est vrai qu'il est prévu un conseil exécutif, avec des conseils exécutifs, mais si vous lisez les textes, vous vous apercevrez que pratiquement toutes les décisions, tous les textes visent le président. C'est le président qui décide, le président qui est chef de l'administration, etc. C'est donc dire que nous sommes en présence d'une situation extrêmement paradoxale qui ne correspond en rien au droit commun. Avec un contre-pouvoir du préfet. Oui, tout de même, enfin, mais il n'empêche qu'au quotidien, c'est le président du conseil exécutif qui prendra les décisions essentielles. Nous avons un coût de la vie très élevé. Quelles mesures faudrait-il appliquer afin d'augmenter le pouvoir d'achat? Non. Augmenter le pouvoir d'achat supposerait que les entreprises soient en situation de verser de meilleurs salaires. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La situation économique de la Martinique ne me paraît pas bonne, elle serait plutôt mauvaise. Donc la vraie question et la vraie solution me semble passer, d'après ce que je crois pouvoir analyser, ça doit passer par le contrôle des prix. J'entends par là que certains produits de première nécessité, dont on voit les prix quand même flamber, comme on dit familièrement, il faudrait en fait dresser une liste de ces produits de première nécessité pour faire ce que prévoit le Code de commerce, et bien les encadrer, les contrôler. Avez-vous des propositions pour faciliter une croissance de l'emploi? Il y aurait un certain nombre de choses à faire. Je pense en particulier mettre en place une fiscalité du développement. Ça veut dire quoi? Ça met en cause ce que j'appelle la philosophie de l'impôt. L'impôt, jusqu'à présent, quelle philosophie? En premier lieu, donner à l'État les moyens d'assumer ses fonctions régaliennes. En second lieu, permettre à l'État de mener un certain nombre de politiques de redistribution. Mais un troisième élément qu'il faudrait intégrer dans la philosophie de l'impôt, c'est assurer la croissance et le développement. D'où cette notion de fiscalité de développement que j'appelle de mes voeux, et je songe en particulier une zone franche globale avec un certain nombre de limites, des moyens de moralisation et d'évaluation. Quels sont selon vous les trois secteurs économiques sur lesquels les Martiniquais devraient mettre le plus l'accent? Incontestablement, l'agroalimentaire qui reste le secteur majeur, et nous avons de vrais potentiels en matière agricole. Ensuite, la pêche, mais à condition de la moderniser, parce que nous avons un système de pêche qui reste, disons les choses telles qu'elles sont, assez archaïque. Je pense qu'il faudrait développer un véritable armement maritime martiniquais. Et ensuite, bien évidemment, le tourisme, mais à condition de faire comprendre à nos compatriotes qu'il s'agit là d'une chance pour la Martinique et non pas d'un handicap. Les Martiniquais vivent trop souvent le touriste comme un empêcheur de vivre, alors qu'en réalité, c'est tout de même un moyen de développement de l'activité et des emplois. Comment voyez-vous la réforme de l'école primaire et des lycées? Je vous dirais en réalité que la meilleure réforme à mener, c'est précisément de ne pas en faire. Les lycées et les écoles ont subi depuis toute une série d'années, 20 ans, pratiquement à chaque ministre, une réforme. Chaque ministre veut faire sa réforme. Il me semble qu'il faudrait tenir compte d'une réalité.
La réalité, c'est 150 000 jeunes qui sont aujourd'hui en situation difficile. 15% d'illettrés, disent les chiffres officiels, avec en la Martinique en particulier beaucoup de jeunes en décrochage, faute de formation véritable. Je crois qu'en conséquence, il faudrait mettre l'accent sur l'acquisition des fondamentaux. Capacité d'écrire, capacité de compter, capacité de lire, parce que ce sont là les fondamentaux qui permettent l'insertion, parce qu'on ne peut pas imaginer trouver un emploi lorsqu'on ne maîtrise pas ces fondamentaux. Et c'est la maîtrise de ces fondamentaux qui permet ensuite d'intégrer une formation, qu'elle soit professionnelle ou ensuite secondaire universitaire. Donc, il faut mettre l'accent sur l'acquisition des fondamentaux, ça paraît essentiel avant de penser à autre chose. Comment rendre plus performant notre université? Notre université est déjà performante. Il y a toute une série de secteurs dans lesquels elle se montre tout à fait excellente. Je pense en particulier au domaine de l'énergie, au domaine de l'utilisation de matériaux en milieu tropical, parce que utiliser des matériaux en milieu tropical, ce n'est pas la même chose qu'en métropole où c'est un climat assez changeant. Donc notre université mène des travaux tout à fait importants. Je crois que ce qui lui permettrait d'être plus performante dans le domaine de l'enseignement, parce que la recherche n'est pas si mal, c'est de mettre en place des formations qui correspondraient davantage aux besoins de l'activité. Trop souvent, nos formations sont théoriques, elles sont de niveau national certes, mais qui ne correspondent pas forcément aux besoins de l'emploi. Cela signifie que dans les temps qui viennent, il faudrait tenir compte à la fois des souhaits de la puissance publique régionale, mais également des entreprises qui nous diraient un peu quels sont leurs souhaits en matière de formation, même en matière de recherche, pour que nous mettions en place ce qu'on appelle la recherche-développement, pour qu'ensemble, nous mettions en place des programmes de recherche et des programmes de formation. Aujourd'hui, un Maltais ou un Roumain peuvent travailler en Martinique, contrairement aux francophones haïtiens. Y aurait-il quelque chose à revoir sur cette situation? C'est vrai que cela peut paraître choquant, mais il faut bien comprendre que cela résulte des textes. L'Union européenne suppose la libre circulation des travailleurs dans tout le territoire de l'Union européenne, et par conséquent, y compris donc à la Martinique, mais probablement, pourrions-nous tenir compte de notre situation particulière, pour imaginer une coopération régionale, des accords d'État à État permettant bien, à la France de passer des accords avec Haïti, pour que dans certains secteurs, eh bien, nos voisins haïtiens puissent trouver à s'employer ici si le besoin s'en fait sentir.